Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo de la série Apprendre et réussir. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons parler de conseils pratiques pour mieux étudier. Tout d'abord, nous allons parler de la manière dont on peut organiser la matière à apprendre. Ensuite, nous allons aborder la différence qui existe entre être familier avec la matière versus comprendre la matière. Et troisièmement, nous allons parler de méthodes pour entraîner notre mémoire et par conséquent notre apprentissage. Vous commencez à étudier pour un examen. Vous décidez de prendre vos notes et de les réécrire au propre. Ça vous semble une bonne manière de commencer avec un beau nouveau document propre. Mais pourquoi faire ça? Ça ne vous aidera pas vraiment à mieux comprendre ces notes. Et il n'y a pas vraiment de preuve que ça va vous aider à vous souvenir de ces notes-là une fois que vous serez en situation d'examen et que vous devrez les utiliser pour résoudre des problèmes, par exemple. Oui, si vous les recopiez plusieurs fois ou au moins une fois, vous aurez l'impression de les avoir déjà vus, évidemment, parce que c'est du recopiage. Ça pourrait donc vous donner l'impression d'être familier avec cette matière-là, mais ça ne veut vraiment pas dire que vous êtes en train de l'apprendre. Loin de là. Écoutez, honnêtement, là, à moins que vos notes soient bourrées de ratures, de flèches, de dessins, que ce soit là difficile à comprendre parce que vous avez écrit ça très rapidement pendant le cours. Alors, dans ce cas-ci, oui, ok, recopiez-les pour qu'elles soient plus propres, plus lisibles. Mais si elles sont déjà lisibles et assez bien organisées et qu'elles contiennent pas mal tout ce dont on a parlé dans le cours, ne prenez pas le temps de les recopier. C'est du temps gaspillé. C'est du temps mal utilisé. À la place, c'est le moment de rassembler et d'organiser la matière à apprendre. Alors, comment s'y prendre pour rassembler et organiser l'information de manière efficace pour vraiment bien partir son étude? Eh bien, sortez une feuille et écrivez tout ce que vous devez apprendre, ou du moins les grandes lignes, pas les détails, mais les grandes lignes de ce que vous devez apprendre pour l'examen. Par exemple, vous devez apprendre, imaginons, les différentes parties du neurone et leurs fonctions, les différentes fonctions du système nerveux périphérique, le fonctionnement du neurone, le nom et le rôle des principaux neurotransmetteurs, par exemple, ou n'importe quoi qui a rapport à n'importe quelle autre matière. Mais organisez les grandes lignes de cette manière, identifiez-les. C'est très important. Plusieurs étudiants étudient sans même avoir une idée des grandes lignes de ce qu'il faut connaître. Comment peuvent-ils espérer apprendre la matière s'ils ne savent pas vraiment ce qui est plus important? Des fois, ces informations vont être des faits. Des fois, ça sera des définitions. Des fois, ça sera des procédures, des étapes à réaliser pour régler un problème ou quelque chose comme ça. Et des fois, ça peut être d'autres choses. Mais prenez le temps d'écrire précisément les grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre. Et alors, une fois que ceci est fait, est-ce que vous pouvez finalement aller voir vos notes pour les lire? Eh bien non, pas tout de suite. Il y a quelque chose à faire avant. En effet, avant d'aller voir vos notes, vous devez essayer d'évaluer ce que vous comprenez de la matière dès maintenant, tout de suite, là, avant d'aller voir ce qu'il y a dans vos notes. Quand je dis évaluer ce que vous comprenez, je veux dire ce que vous êtes capable d'expliquer par vous-même en absence des notes. Je ne veux pas dire que lorsque vous lisez vos notes et vous vous dites « Ah ouais, ok, je comprends ». Ça, c'est pas de la compréhension, ça. C'est de la familiarité. Ça veut dire que vous êtes familier avec les notes. Ça veut dire que ce que vous lisez, vous vous sentez comme si « Oui, vous avez déjà vu ça et ça fait du sens ». Mais c'est pas ça comprendre. Comprendre, c'est fermer vos notes, fermer le manuel et expliquez-le par vous-même. Alors, vous devez d'abord évaluer votre compréhension pour chacun des éléments que vous avez identifiés avant même d'aller voir vos notes. Comment peut-on faire ça? Bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques secondes. Alors, vous vous souvenez de cette liste
des grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre pour, disons, l'examen, par exemple, pour le chapitre 1? Bon, eh bien, sortez une feuille et écrivez tout ce que vous savez sur les différents éléments que vous avez identifiés comme étant des choses que vous devez apprendre. Tout ce qui vous passe par la tête. Pas de tricherie, là. N'allez pas voir dans vos notes. C'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre, en essayant de reconstruire l'information dans votre tête. C'est pas en allant voir vos notes, c'est maintenant que vous êtes en train d'apprendre. En essayant de vous en souvenir. Forcez-vous. Décrivez quelque chose, même si c'est très simple, ou très peu, ou même si vous n'êtes pas certain si c'est bon. Il doit y avoir une information quelconque qui vous vient en tête. Un mot, un concept, une image quelconque, une idée, même si vous n'êtes pas certain si ça a rapport. Et si vraiment, là, vous n'avez absolument rien qui vous vient en tête, ben, laissez ça comme ça. N'écrivez rien. Mais essayez de voir s'il y a quelque chose tout de même. Bon, alors imaginons que vous avez fait ça. Disons que vous avez travaillé sur la question des différentes parties du neurone et leurs fonctions. Et vous avez, à partir de votre mémoire, été capable d'écrire, vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'appelle les dendrites, puis que c'est pour envoyer de l'information aux autres neurones. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'axone, mais vous ne vous souvenez plus c'est pourquoi. Et ensuite, vous ne vous souvenez plus vraiment de rien. Bon, ben c'est très bien, c'est un très bon début. Est-ce que maintenant vous pouvez aller voir vos notes? Bien oui, mais ne les recopiez pas. Il faut les utiliser adéquatement, de façon intelligente. Comment faire ça? Bien, sortez vos notes et allez voir si l'information que vous avez écrite est bonne et complète. Si jamais vous trouvez des erreurs, voici comment s'y prendre. Vous avez dit par exemple dans votre feuille réponse que les dendrites sont faits pour envoyer l'information aux autres neurones, mais lorsque vous regardez vos notes, vous voyez que c'est écrit que les dendrites sont faits pour recevoir l'information des autres neurones. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, vous allez vous écrire un indice, un mot quelconque qui pourra vous aider dans le futur à bien reconstruire l'information. Par exemple, vous pourriez écrire le mot réception. Simplement un mot ou un concept ou une image. Réception. Ensuite, vous continuez. Alors, vous avez dit que l'axone, vous vous souvenez plus vraiment à quoi ça sert. Vous regardez dans vos notes et vous voyez que l'axone sert au cheminement du signal le long du neurone. Alors, vous mettez un indice, par exemple, chemin. Un simple mot. Ensuite, vous continuez. Après les dendrites et l'axone, vous ne vous souvenez plus de rien. D'accord? Alors, il y a deux informations dans le fond que vous semblez avoir manquées. Le corps cellulaire qui contient le noyau et l'ADN. Alors, mettez-vous un indice quelconque. Alors, imaginons que vous dites, bon, quelque chose qui commence par la lettre C et qui a un contenu important, soit le noyau et l'ADN, plus précisément. Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Eh bien oui, vous avez oublié de parler des boutons terminaux qui servent à la propagation du signal au prochain neurone. Bon, d'accord, alors vous allez vous mettre un indice là-dessus aussi. Disons, par exemple, le mot fin et le mot relais. Fin pour les boutons terminaux et relais pour le fait que ça propage le signal d'un neurone au prochain, comme une course à relais. Alors vous avez maintenant vos indices pour vous aider à reconstruire l'information plus efficacement la prochaine fois. Recopiez cette feuille au propre, mais uniquement donc avec vos indices. Vous allez appeler ça une feuille d'indices. Alors, quelles sont les différentes parties du neurone et leurs fonctions? Bien, vous savez qu'il y a une première information dont vous aurez peut-être besoin d'aide avec l'indice réception. Ensuite, une deuxième dont vous aurez peut-être besoin d'aide avec l'indice commence par la lettre C et a un contenu important. Ensuite, une troisième où votre indice sera genre de chemin. Et une quatrième où votre indice sera fin et relais. Maintenant, si vous aviez toutes les bonnes réponses, vous n'aviez pas besoin d'écrire des indices. Seulement s'il vous manquait quelque chose ou que ce que vous aviez écrit était
incorrectes. Alors maintenant quoi? Eh bien, maintenant, reprenez la question. Comme la première fois, reprenez une feuille et dites ce que sont les différentes parties, par exemple, du neurone et leurs fonctions, si on prend cette question-là. Comme ce que vous venez de faire à partir de votre mémoire. Et maintenant, si vous avez de la difficulté, utilisez votre feuille d'indice, mais uniquement si vous en avez besoin. Alors imaginons que vous bloquez sur le deuxième point. Et vous regardez votre feuille d'indice et ça dit commence par la lettre C et a un contenu important. Peut-être que ceci pourrait vous faire vous rappeler en mémoire que ah oui, ça commence par C, c'était corps, corps cellulaire peut-être. Et le contenu important, c'était comme un noyau qui contenait quelque chose, de l'ADN, je pense. Donc, ça pourrait fonctionner de cette manière. Les indices sont excellents parce que ce ne sont pas les réponses, mais ce sont un petit peu des béquilles, si on veut, qui vous aident à reconstruire l'information en mémoire, ce qui est précisément ce que vous avez besoin de faire. Alors, si avec cette méthode, vous êtes capable de vous souvenir de toutes les informations, pour répondre à la question, ben génial! Mettez ça de côté et vous y reviendrez plus tard. Et éventuellement, vous essayerez de le faire sans les indices. Si ça vous aide un peu, mais que vous êtes souvenu de plus d'informations que la première fois, mais quand même pas de tout, bien, c'est quand même très bien. Il y a une amélioration, vous êtes souvenu de plus d'informations que la première fois. Imaginons que vous ne vous êtes pas souvenu de la quatrième information, disons, fin et relais. Ces indices-là, fin et relais, n'ont pas déclenché aucune information dans votre tête, vous ne savez vraiment pas ce que ça veut dire. Ben, retournez dans vos notes et voyez ce que fin et relais voulaient dire. Ah oui, fin, c'était pour boutons terminaux. Et relais, c'était parce que ces boutons terminaux-là font passer le signal d'un neurone à l'autre, comme un relais. Ah d'accord, oui, ok, parfait. Bon, ben une fois que vous avez fait ça, prenez donc 20-30 minutes pour faire d'autres choses. Étudiez d'autres choses. Ou faites quelque chose d'autre. Et après 20-30 minutes, revenez et reprenez la question. Encore de votre mémoire. Quelles sont les différentes parties du neurone et leurs fonctions? Sur une feuille de papier et vous écrivez. Et maintenant, lorsque vous arrivez à l'indice fin et relais, si vous en avez même besoin, imaginons que vous en ayez besoin et vous y arrivez, fin et relais pourrait peut-être déclencher chez vous maintenant cette idée de « Ah oui, fin, c'était quelque chose terminé, terminaux, boutons terminaux, et relais parce que l'information se passait de l'un à l'autre. » Donc, peu à peu, vous arriverez, avec ces indices, à comprendre par vous-même chacune des informations que contient la réponse à la question quelles sont les différentes parties du neurone et leurs fonctions, par exemple. Une fois que vous avez organisé le matériel à étudier, donc que vous avez identifié les grandes lignes de ce que vous êtes supposé apprendre et que vous avez vérifié que vous comprenez cette information, donc que vous êtes capable, disons, avec des indices si nécessaire, de reconstruire ces informations-là, les réponses à ces questions-là dans votre tête, eh bien maintenant, c'est le temps de faire le vrai travail d'étude. Et ce travail, c'est de s'entraîner à reconstruire l'information à partir de sa mémoire, un peu comme vous venez de le faire avec les indices, mais de différentes manières, et le faire de plus en plus pour vraiment être efficace, de s'entraîner donc à comprendre et à apprendre l'information, non pas en la relisant, non pas en la révisant, mais en s'entraînant à la reconstruire à partir de notre mémoire, comme nous aurons besoin de le faire lors d'un examen, ou comme nous aurons besoin de le faire si dans un cours futur, nous devons utiliser ces informations-là à froid comme ça pour résoudre un problème ou pour comprendre de nouvelles informations. Alors regardons quelques techniques suggérées par les études scientifiques sur l'apprentissage et sur la mémoire pour nous aider justement à apprendre efficacement en nous entraînant à reconstruire l'information en mémoire. Ben, pas surprenant, la première technique, c'est celle qu'on vient juste de voir, la reconstruction avec indice.
Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez vous reposer des questions et essayer d'y répondre. Et lorsque vous avez de la difficulté, eh bien, vous allez voir vos indices. Et ces indices-là, donc, pourraient grandement vous aider à répondre correctement, donc à reconstruire l'information correctement dans votre tête. Et encore une fois, l'idée, c'est que même si avec les indices, vous avez de la difficulté, ben là, c'est le temps de retourner dans vos notes pour voir exactement qu'est-ce qu'il y en est, et peut-être que vous avez besoin de modifier un indice un peu parce qu'il n'est pas parfait, ou peut-être qu'au bout d'un moment, ça va venir. Mais le fait de reconstruire l'information dans sa tête avec des indices est une très bonne technique pour commencer. Et justement, regardons un exemple d'étude qui s'est fait, d'étude scientifique qui s'est fait avec cette technique-là. Alors en 2014, Karpicki et Cross ont demandé à des étudiants d'étudier, de lire en fait un texte sur lequel il y aurait un examen à peu près une semaine plus tard. Et ils ont divisé les étudiants en 3 groupes en leur demandant de faire des choses différentes. Le premier groupe, lecture à répétition, ils leur ont demandé donc de lire, de relire, de relire, de relire pendant un certain laps de temps. Le deuxième groupe, ils leur ont demandé de lire une fois et ensuite d'écrire des indices pendant qu'ils lisaient, dans la marge par exemple. Donc dans la marge du texte, vous allez écrire des indices qui pourraient vous aider à vous souvenir plus tard des grandes informations contenues dans le texte. Et le troisième groupe, ce qu'ils ont fait eux, c'est que ils ont fait la même chose, ils ont lu et ils ont produit des indices, mais ensuite ils ont pris le temps d'essayer de se souvenir de l'information à l'aide de ces indices-là. Et à peu près une semaine plus tard, donc on a fait faire un examen à ces 3 groupes-là pour voir ce dont les étudiants se souvenaient. Et regardons la performance du groupe qui a lu à répétition était à peu près de 12%, disons. Celle du groupe qui avait lu et qui avait écrit dans la marge quelques indices, elle était d'à peu près 25%. Donc, juste le fait d'écrire des indices dans la marge avait quand même un bénéfice assez important sur la mémorisation. Et maintenant, regardons ceux qui, en plus d'avoir écrit des indices, avaient utilisé ces indices-là pour essayer de se souvenir de l'information. Alors, une énorme différence ici qui approchait le 50%. Même si 50% dans un examen, c'est assez faible, ça fait rien, là. Ils avaient simplement fait ça une fois en une semaine. C'était pas vraiment de l'étude, c'était juste une chose qu'ils avaient fait et ensuite ils avaient complètement rien fait pendant le restant de la semaine. Ça démontre quand même comment puissant c'est de tester sa mémoire avec des indices. Et le plus intéressant, c'est que ça, c'est un examen pour se souvenir des informations qu'il y avait dans le texte. Mais Karpicki et Cross ont aussi fait faire un autre examen dans lequel maintenant, ce n'était pas de se souvenir des informations qu'il y avait dans le texte, mais il fallait utiliser ce qu'on pouvait se souvenir à propos du texte pour répondre à des nouvelles questions qui, elles, n'étaient pas dans le texte. Et regardez maintenant comment les gens ont eu ce qu'ils ont eu comme résultat par rapport au groupe où ils étaient. Alors évidemment, tout le monde a baissé un peu parce que c'est plus difficile de faire ça, mais regardez la différence entre la lecture à répétition, le fait d'avoir simplement produit des indices et le fait d'avoir testé sa mémoire avec les indices. La différence est absolument énorme. Donc, faire ce genre de truc où on teste notre mémoire avec des indices, par exemple, c'est pas seulement bon pour se souvenir par cœur de l'information. Ça, c'est faux, ça. C'est excellent pour se souvenir par cœur de l'information, mais ça va plus loin que ça. C'est aussi excellent pour être capable d'utiliser cette information-là pour résoudre des tout nouveaux problèmes qu'on n'a jamais appris. Ce qu'on appelle donc comprendre et être capable de bien utiliser l'information. Alors, deuxième technique que je peux vous proposer, les cartes questions-réponses. Les cartes questions-réponses ou des flashcards en anglais.
Vous en trouverez des paquets de cartes vierges sur lesquelles vous pouvez écrire, à bureau en gros par exemple, pour un prix assez modeste, là, vous pouvez en trouver une centaine, quelque chose comme ça. Il y a même plusieurs apps sur iTunes ou sur d'autres sites qui vous donnent la possibilité de créer des cartes questions-réponses digitales sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et ainsi de suite. Et la carte question-réponse, elle, est excellente pour les définitions, pour, entre autres, les faits, des trucs comme ça. Donc, vous avez d'un côté la question et de l'autre côté la réponse. Alors, vous prenez une carte et vous lisez la question et vous essayez au mieux possible, à partir de votre mémoire, d'y répondre. Et ensuite, vous retournez la carte pour voir si vous avez la bonne réponse. Si vous aviez la bonne réponse, ben super, vous la remettez dans le tas et vous la repigerez à un moment plus tard pour reconstruire encore une fois l'information. Si vous avez la mauvaise réponse, bien, c'est le temps d'être relire la réponse et de voir exactement qu'est-ce qu'il y en est. Vous pouvez choisir de vous écrire un indice sur une feuille qui pourra vous aider si jamais vous avez encore de la difficulté, par exemple, avec cette question-là. Autre technique, les questions d'examen pratique. Vous pouvez, lorsque vous, par exemple, faites la lecture de l'information la première fois, comme par exemple si votre professeur vous a demandé de lire un chapitre de livre ou quelque chose comme ça, vous pouvez vous écrire dans la marge ou sur une feuille certaines questions d'examen pratique. Quels sont les trois éléments de ceci ou comment pouvons-nous expliquer cela? Donc des choses qui se retrouvent dans le texte, mais que vous écrivez ces questions-là pour plus tard, justement, voir si vous êtes capable d'y répondre. Donc, vous pouvez l'écrire vous-même. Ça peut être des choix multiples, ça peut être des développements, ça peut être des choses qui testent plutôt la rétention de l'information un peu par cœur. Ça peut être des choses qui testent aussi la capacité d'utiliser cette information-là, de la comprendre pour résoudre des problèmes. Vous pouvez vous écrire vous-même. Vous pouvez en trouver souvent en arrière, à la fin plutôt des chapitres de livres, dans la plupart des manuels, et vous pourriez aussi en demander à vos professeurs. Il n'y a pas de gêne là-dedans, d'aller voir le professeur ou la professeure et de demander est-ce que je pourrais avoir des exemples de questions avec lesquelles je pourrais m'entraîner pour justement étudier. Et comme démonstration de l'importance et de l'effet justement de tester sa mémoire avec des choses comme des cartes questions-réponses ou des questions d'examen, vous vous souvenez peut-être de l'étude de Roediger et Karpecki en 2006, dont je vous ai parlé en détail dans le premier vidéo. Mais Roediger et Karpecki avaient donc pris des étudiants auxquels ils avaient fait... et ces étudiants-là devaient étudier, si on veut, pour un examen qui aurait lieu une semaine plus tard, un certain nombre d'informations. Et ils avaient divisé les étudiants en trois groupes. Le premier groupe, il leur avait dit, ce groupe-ci, vous allez pendant 28 minutes simplement étudier l'information. Et il avait dit au deuxième groupe, vous allez étudier l'information pendant 21 minutes et les dernières 7 minutes, vous allez faire un examen. Et au troisième groupe, ils avaient dit, vous allez étudier l'information pendant seulement 7 minutes et ensuite vous allez prendre 21 minutes pour faire 3 examens, un à la suite de l'autre. Et une semaine plus tard, ce qu'on voit, c'est justement que le premier groupe qui avait étudié pendant 28 minutes, eux, avaient à peu près 40% à l'examen. Le deuxième qui avait étudié 21 minutes, mais pris 7 minutes pour faire un examen pratique, eux autres avaient étaient dramatiquement plus forts que le premier groupe, avec environ 55. Et le troisième groupe, qui lui n'avait étudié que une fois pendant 7 minutes et ensuite avait pris 21 minutes pour faire 3 examens un à la suite de l'autre, ben lui était le plus fort et était là à 60% environ. Alors encore une fois, vous pourriez vous dire, mais 60%, c'est quand même pas très bon. Oui, mais souvenez-vous, là, ça c'est une étude où on a demandé à ces gens de faire ça que 28 minutes une fois, et ensuite ils n'ont rien fait d'autre pendant le restant de la semaine, ils sont venus une semaine plus tard pour être capable pour faire l'examen. Alors, quand on considère que 28 minutes une fois, une semaine avant l'examen, où est-ce qu'on fait
Seulement 7 de ces 28 minutes-là de l'étude et 21, le restant donc des tests. Et une semaine plus tard, on est capable d'avoir 60% d'examen. C'est quand même super puissant comme technique. Imaginez si on demandait aux gens dans cette étude-là de refaire ça tous les jours. C'est sûr qu'il y aurait là une énorme différence encore plus. Donc c'est une technique qui est très très puissante. Autre possibilité que vous pouvez faire, si vous aimez bien faire des réseaux de concepts, eh bien faites-en, mais ne les faites pas à partir de vos notes. Il ne faut pas avoir ces notes à côté et là, lire ces notes et les retranscrire en réseau de concepts si on veut. Faites-les plutôt à partir de votre mémoire. Utilisez votre mémoire de l'information pour créer des réseaux de concepts. C'est une technique qui est beaucoup plus puissante, ça, que recopier ces notes en réseau de concepts, si on veut. Et en effet, regardez la différence. Ici, je vais vous montrer une étude un petit peu comme les autres, où on a deux groupes. Un qui a étudié en faisant des réseaux de concepts à partir des notes, l'autre qui a étudié en faisant des réseaux de concepts à partir de sa mémoire, et ont étudié le même nombre de temps en faisant ça, et ensuite, à peu près une semaine plus tard, il y avait un examen. Et regardez les résultats. Voici des gens qui ont fait les réseaux de concepts avec le texte devant eux. Donc, eux, ils ont eu 30% à peu près une semaine plus tard. Et ceux qui avaient le réseau, qui faisaient des réseaux de concepts, mais sans le texte devant eux, avec leur mémoire uniquement, eux autres étaient là plus proches environ du 45, 43 peut-être environ. C'est une différence de 13 points. C'est quand même une différence énorme quand on considère que la seule différence, c'était simplement qu'eux avaient accès à leurs notes en faisant le réseau de concepts et eux n'avaient pas accès à leurs notes. Et encore là, vous pourriez vous dire, ouais, mais 43, c'est quand même très poche comme résultat. Mais oui, mais n'oubliez pas, c'est quelque chose qu'ils ont fait pendant quelques minutes, peut-être une semaine avant l'examen, et c'est tout. Ils n'ont rien fait d'autre. Donc, imaginez s'ils avaient fait ça plusieurs fois, et en plus avec des examens pratiques. Leur note aurait été très, très, très beaucoup plus forte, en fait. Donc, c'est vraiment pas à négliger ces genres de techniques-là dont je vous parle. Arrêtez de relire, arrêtez de réviser l'information, arrêtez de bâtir des réseaux de concepts à partir des notes, arrêtez de réécrire des notes et commencez à pratiquer votre mémoire. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend. C'est vraiment très, très important. Il faut absolument que tous les étudiants comprennent ceci s'ils veulent avoir du succès au collège, à l'université et dans n'importe quoi dans leur vie où ils ont besoin d'apprendre quelque chose. Dernière technique, qui celle-ci je pense est quand même assez populaire, c'est de se poser des questions entre amis. Alors ça c'est le fun, on est avec des amis et on peut se poser des questions, mais encore une fois c'est important, essayez le plus possible de retrouver l'information dans votre mémoire. N'utilisez pas vos notes. Et peut-être que votre ami pourrait vous donner des indices si jamais vous avez de la difficulté. Et lorsqu'on fait ça, évidemment, on veut s'assurer là, qu'on est bien conscient de ce qu'on est supposé savoir. Alors, qu'on se pose des questions qui sont valides. Le risque, c'est de se poser des questions qui sont fausses ou qui ne sont pas valides par rapport à ce qu'on est supposé savoir. Donc, que les deux amis s'entendent sur qu'est-ce que c'est qu'il faut savoir pour l'examen, et à partir de là, on peut se poser des très bonnes questions. Et c'est une bonne façon de tester, encore une fois, sa mémoire. Votre ami peut vous donner des indices, et si jamais vous n'arrivez pas du tout à trouver l'information, vous pouvez retourner dans vos notes et voir ce que c'est. Et là, vous écrire des indices que vous pourrez donner à votre ami pour qu'il vous la repose dans quelques minutes, par exemple. Donc, ça, c'est une technique qui est très populaire, je pense, et que les étudiants devraient continuer à utiliser, mais tout en s'assurant qu'il y a un certain contrôle par rapport à quel genre de questions sont posées et qu'est-ce qu'on fait si jamais on ne réussit pas à répondre à la question. Alors voilà, je vous laisse à réfléchir à ces techniques et à commencer peut-être à les utiliser par vous-même. Et dans la prochaine vidéo, on va se pencher sur essayer de décrire un petit peu plus en détail comment utiliser parfaitement ces techniques-là. Et spécifiquement, on va regarder quand les utiliser parce que c'est super important de comprendre quand il faut utiliser ces techniques-là, à quel intervalle, et ensuite où
Dans quel lieu devrions-nous les utiliser? Est-ce vrai que nous devrions nous réserver un endroit spécifique pour étudier ou non? Alors, on va voir ça dans la prochaine vidéo. Merci et salut!